Arrêtez d'écouter tous les discours complètement cons sur le fait que l'école ne sert à rien dans le business, qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être quelqu'un de compétent. On va arrêter avec ces discours complètement stupides parce que tu vas très vite te rendre compte que lorsque tu fais du business, la personne qui peut potentiellement travailler avec toi va t'analyser selon les mêmes qualificatifs qu'on observe dans le monde scolaire ou bien le monde des personnes qui sont sorties des grandes écoles ou bien en tout cas d'écoles de formation académique. On va regarder comment tu présentes, on va regarder comment tu t'habilles, on va regarder quelle énergie que tu dégages. Voilà, donc au bout d'un moment, il y a des mécanismes qui reviennent, des mécanismes humains vis-à-vis d'autres humains qu'on regarde. Et donc à ce niveau-là, on va regarder tes compétences en persuasion, on va regarder tes compétences en communication, on va regarder tes compétences pour savoir construire un discours, pour savoir comment est-ce que tu poses les bonnes questions afin d'aller chercher la petite bête. Donc tout ce qui est conversation, moi j'ai envie de te dire, ici, normalement, les personnes qui s'en sortent le mieux sont les personnes qui ont fait des études en droit. Parce que les personnes qui ont fait les études en droit, normalement, pour devenir avocat, sont des personnes qui maîtrisent un minimum les mécanismes de persuasion. Au travers de la rhétorique, il y a des livres qu'on donne à ces personnes, l'art d'avoir toujours raison, Schopenhauer, réfutation sophistique, Aristote, on leur apprend différentes formes de rhétorique, on leur apprend à s'exprimer, mais surtout, on leur apprend que lorsque tu es en face d'une personne, et que tu veux convaincre cette personne, ou bien que tu veux amener cette personne d'un point A à un point B, le point B étant ton objectif, tu le fais des fois par un principe de questionnement. Donc au lieu de confronter la personne, tu fais en sorte que la personne se confronte vis-à-vis d'elle-même, se rencontre par elle-même de certaines choses, afin qu'elle se retrouve au pied du mur pour ne reconnaître que ce qu'il faut reconnaître afin de la mener au point B. Et tu l'as fait sans forcément aller de front avec cette personne. C'est littéralement ce que font les avocats dans des tribunaux. Littéralement. Et c'est exactement cette même qualité que tu dois avoir lorsque tu opères en DM, en train de parler avec des personnes, en train de performer dans des conversations avec des leads. C'est exactement ces mêmes qualités que tu dois développer lorsque tu es en appel avec des personnes. Comment est-ce que je pose les bonnes questions? Donc ça, ce sont des principes qu'on retrouve aussi en philosophie. Le principe de causalité première, tu dois identifier le principe de causalité première chez la personne avec qui tu parles, quels sont ses triggers psychologiques, quel est son profil épigénétique, est-ce qu'il y a des traumas derrière, parce que toi d'ailleurs ensuite tu peux savoir exactement comment utiliser les bons mots, tu peux savoir exactement ensuite d'ailleurs comment utiliser ces triggers psychologiques pour l'amener là où tu veux l'emmener. Ça c'est très important pour la persuasion et pour la vente, mais de l'autre côté, il y a aussi l'approche philosophique, thèse, antithèse, synthèse. Très important. Il faut que tu crées le sentiment disruptif vis-à-vis de la personne. Et il y a aussi l'approche socratique de questionnement. Tu dois tout le temps utiliser ces choses. Deuxièmement, lorsque tu communiques avec des personnes, il y a une règle que moi j'aime partager avec les personnes avec qui je travaille, c'est lorsque tu t'adresses à des personnes, tu dois toujours avoir une approche de communication émotionnelle. Voilà. Je ne sais pas qui a menti aux personnes pour faire croire que les hommes étaient moins émotionnels que les femmes. Ça me fait beaucoup rire. Les hommes sont peut-être bien plus émotionnels que les femmes parce que prédisposition neurodéveloppementale, prédisposition hormonale, les hommes sont bien plus émotionnels que les femmes parce que les hommes ont des prédispositions ontologiques vis-à-vis du corps qui leur permettent d'être antifragiles. Donc par cette antifragilité, ils matérialisent l'instabilité émotionnelle par l'action. Or, la femme étant 2 fois plus en danger vis-à-vis de l'homme pour différentes raisons, notamment son corps, l'énergie qui est à disposition pour donner la vie. Allez voir des travaux scientifiques, par exemple, sur les zones de contrôle au niveau du génome dans les séquences d'ADN entre le gène H19 et le gène IFG2. Vous allez très vite vous rendre compte que tous les mécanismes génétiques, neurodéveloppementaux, hormonaux chez la femme sont faits pour optimiser la prise de décision de la femme parce qu'elle est 2 fois plus soumise au danger. Ce qui veut dire que la femme, en réalité, est 2 fois plus réfléchie.
Mais l'homme ne le voit pas de cette manière-là. Pourquoi? Parce que l'homme a été optimisé pour l'antifragilité. L'homme a été optimisé pour la dépense énergétique non canalisée. Parce qu'il a les prédispositions pour très vite se remettre d'un échec. Voilà pourquoi il a un meilleur développement d'un point de vue musculaire. Voilà pourquoi il a 2 fois plus d'énergie, mais c'est parce que derrière, il peut davantage tester. Et par ses prédispositions hormonales, notamment la testostérone, c'est comme ça que lui transforme une instabilité émotionnelle, il la transforme par l'action. Là où la femme transforme une instabilité émotionnelle par une longue réflexion afin d'optimiser sa prise de décision, sa décision vis-à-vis du fait qu'elle est 2 fois plus en danger. Donc, ces histoires d'émotions émotionnelles, femme très émotionnelle, homme absolument pas émotionnel, faites-moi rire. Je rappelle encore que les guerres que nous faisons aujourd'hui sont les décisions émotionnelles qui relèvent de l'ego, qui relèvent de bon nombre de prédispositions épigénétiques, des méthylations au niveau des gènes responsables de la synthèse de protéines pour ce qui est du transport de l'oxytocine, de la vasopressine, pour ce qui est de la dégradation de la dopamine, peut-être en retard, ou bien pour la synthèse de la dopamine au travers de la tyrosine qui ne se fait pas correctement, sa dégradation par le gène COMT qui ne se fait pas directement. Il y a beaucoup de mécanismes qui ont créé des traumas, des déséquilibres d'un point de vue méthylation au niveau des gènes qui font que, oui, les personnes sont dans l'ego lorsqu'elles font la guerre et les personnes prouvent qu'elles ne sont qu'émotionnelles. Donc, lorsqu'on est en communication vis-à-vis des autres, il faut toujours aller chercher l'émotionnel chez les personnes. C'est très important. On cherche à pointer du doigt quels sont les triggers psychologiques, les traumas épigénétiques chez les personnes et on les utilise à notre avantage. On cherche la communication émotionnelle chez les personnes. Maintenant, lorsqu'on communique vis-à-vis de nous-mêmes, on cherche à être tout le temps dans la logique. Alors attention, d'un point de vue épistémologique, la logique, c'est la deuxième brique du chemin, d'un point de vue analyse vis-à-vis de soi-même. La première brique, c'est l'intuition. La logique, c'est la cristallisation de l'intuition, le raisonnement. Le raisonnement, c'est l'intelligence analytique, donc philosophique, c'est la cristallisation d'une intuition. Lorsqu'on a cristallisé une intuition, maintenant on passe sur de l'expérimentalisation pour ensuite aller vers de la pratique. Donc, il est important d'avoir les bonnes intuitions, il est important de se poser les bonnes questions pour développer un maximum sa logique. C'est-à-dire, par exemple, il est important de savoir quels sont nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes, quels sont nos triggers psychologiques pour savoir exactement comment ne pas être esclave de mes triggers psychologiques, de mes traumas épigénétiques, de mes prédispositions épigénétiques, de ma mémoire épigénétique, au travers de ma vie du quotidien et au travers de la vie de mes ancêtres. Donc il faut être ultra dans la logique vis-à-vis de nous-mêmes, mais être ultra dans l'émotionnel vis-à-vis des autres. Le marketing, c'est de l'émotion, la persuasion, la vente, c'est de l'émotionnel. Identifier les valeurs ontologiques des personnes qu'on a en face de nous et jouer sur ces valeurs-là. Très important. Donc ça, c'est très important lorsqu'on fait de la conversation. Donc on va arrêter d'écouter les imbéciles qui nous disent qu'il ne faut pas aller à l'école parce que pour maîtriser des bonnes conversations en setting, des bonnes conversations dans un appel de closing, il faut faire des études. Il faut savoir s'exprimer, il faut être éloquent, il faut avoir de l'élocution, de l'éloquence, il faut être persuasif, il faut comprendre, analyser l'autre, il faut avoir un minimum de base en neurosciences, un minimum de base en épigénétique, un minimum de base pour analyser les traumas vis-à-vis d'une personne, il faut savoir se tenir, il faut être en communication, il faut avoir, un capital social vis-à-vis des personnes pour être à l'aise lorsqu'on parle avec des personnes, il faut tout ça. Il faut avoir été à l'école pour parler avec des humains, quotidiennement avoir une vie sociale. Donc on arrête d'écouter les imbéciles qui nous disent que l'école ne sert à rien. On arrête.